Salut tout le monde, je suis Sam, et aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire. Imaginez que vous vous promenez dans un quartier familier où vous avez grandi. Chaque bâtiment, chaque arbre, chaque petit magasin au coin de la rue déclenche une multitude d'images, d'histoires et de sentiments. Vous pourriez vous rappeler l'odeur du pain frais de la boulangerie, le rire de vieux amis qui vous appellent de l'autre côté de la rue, la sensation de la chaussée sous vos pieds. Ces souvenirs façonnent qui vous êtes, votre sens de soi, votre personnalité, vos relations, vos rêves. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces expériences sont enregistrées dans votre cerveau et comment elles sont ensuite réactivées, parfois des décennies après qu'elles se soient produites pour la première fois? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le fascinant monde de la mémoire. Nous explorerons ce qu'est la mémoire, comment elle se forme, comment elle est stockée, pourquoi elle disparaît parfois quand on en a le plus besoin, et ce que tout cela peut nous apprendre sur ce que signifie être humain. Ne vous inquiétez pas, nous ne plongerons pas dans des jargons académiques complexes. Au lieu de cela, nous naviguerons à travers ces idées à l'aide d'histoires, d'exemples simples et d'un style narratif accessible. À la fin, vous aurez une compréhension plus claire de la façon dont la machine à remonter le temps de la mémoire fonctionne dans votre esprit. Alors, qu'est-ce que la mémoire exactement? En essence, la mémoire est le processus mental consistant à assimiler des informations, à les stocker en toute sécurité dans votre esprit, puis à les récupérer plus tard lorsqu'elles sont nécessaires. C'est comme avoir une bibliothèque dans votre cerveau. Chaque fois que vous vivez quelque chose de nouveau, lire un livre, rencontrer un ami, apprendre une nouvelle compétence, votre esprit écrit un enregistrement de ce moment et le range sur l'une des étagères. Plus tard, lorsque vous tentez de vous en souvenir, le bibliothécaire de votre cerveau doit trouver cette étagère et sortir le bon livre. Voilà l'idée de base de l'encodage, du stockage et de la récupération des informations. Maintenant, pour mieux comprendre cela, décomposons ces trois étapes, encodage, stockage et récupération, dans un scénario plus familier. Imaginez-vous à une fête. On vous présente une nouvelle personne, appelons-le Alex. Lorsque vous entendez son nom, votre cerveau encode cette information. Autrement dit, il transforme le son Alex et l'image de son visage en quelque chose que le cerveau peut stocker. Un motif de neurones qui s'active, se connecte avec d'autres informations et crée ainsi un nouveau enregistrement. Si la conversation est intéressante, ou si Alex dit quelque chose de drôle ou d'intriguant, votre cerveau pourrait accorder plus d'attention à ce souvenir. Cette attention supplémentaire, ainsi que d'autres facteurs, aide à s'assurer que ce souvenir nouvellement formé est mieux stocké. Pensez-y comme à la différence entre griffonner un numéro de téléphone sur une serviette sale, que vous pourriez perdre, et l'ajouter dans les contacts de votre téléphone. Une information plus détaillée et soigneusement encodée est plus facile à stocker et à rappeler plus tard. Maintenant, un peu de temps passe. Une semaine plus tard, vous marchez dans la rue et vous voyez à nouveau Alex. Sauf que vous avez du mal à vous rappeler de son nom. Ce moment où vous essayez de vous souvenir de son nom est le processus de récupération. Parfois, c'est instantané, et parfois cela prend quelques secondes, comme fouiller dans un cabinet de classement mental. Finalement, vous le trouvez et dites « Hey Alex !» et il sourit en retour. Ce scénario simple nous montre l'essence de la mémoire. L'encoder d'abord, la stocker, puis la récupérer quand vous en avez besoin. Mais pourquoi ne nous souvenons-nous pas toujours de tout parfaitement? Cette question nous mène au travail pionnier d'un psychologue allemand nommé Hermann Ebbinghaus, qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ebbinghaus a été le premier à étudier la mémoire de manière scientifique et méthodique. Il a mené des expériences sur lui-même, mémorisant de longues listes de syllabes sans signification, des chaînes de lettres qui ne formaient aucun mot familier, afin que ses propres compétences linguistiques n'influencent pas les résultats. Grâce à d'innombrables heures d'études minutieuses, il a découvert quelques principes de base sur le fonctionnement de la mémoire. L'une des découvertes les plus célèbres d'Ebbinghaus est ce que l'on appelle maintenant la courbe de l'oubli. Cette courbe montre à quelle vitesse nous oublions l'information au fil du temps si nous ne faisons rien pour la renforcer. Imaginez que vous appreniez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Selon la courbe de l'oubli, votre mémoire de cette information commence à s'estomper assez rapidement
dans les premières heures ou les premiers jours. Sans révision ou sans relier cette information à d'autres connaissances, la trace mnésique dans votre esprit s'affaiblit. Cette courbe de l'oubli peut sembler décourageante, mais il y a un point positif. Ebbinghaus a également découvert qu'en révisant périodiquement le matériel, en espaçant les sessions d'études au fil du temps, vous pouvez réduire considérablement ce que vous oubliez. Chaque fois que vous revisitez une information, votre cerveau rafraîchit ce souvenir, renforçant les connexions neuronales et les rendant plus stables. Cette idée est devenue ce qu'on appelle la répétition espacée. D'ailleurs, beaucoup de gens ont du mal à apprendre une langue. En tant que personne ayant appris et réussi les examens de niveau de base en allemand, en français et en coréen, je peux vous dire que vous lavez le cerveau en regardant des séries télé ou des spectacles comiques est bien plus efficace que d'utiliser des cartes mémoire. Revenons maintenant au sujet, la mémoire. Prenons du recul par rapport à cette perspective historique et considérons la mémoire dans un sens plus large. Nous savons que la mémoire implique de nombreuses régions du cerveau qui travaillent ensemble. Par exemple, l'hippocampe, une petite structure en forme de hippocampe située profondément dans le cerveau, joue un rôle crucial dans l'encodage des nouveaux souvenirs. Sans lui, créer de nouveaux souvenirs à long terme devient extrêmement difficile. Avec le temps, les souvenirs ne restent pas simplement à un endroit. Ils se répartissent dans différentes zones du cerveau liées à leur contenu. Les souvenirs visuels sont stockés dans les zones de traitement visuel, les sons dans les zones auditives, et ainsi de suite. Mais la partie intéressante, c'est que les souvenirs ne sont pas comme de petites vidéos en attente d'être rejouées. En fait, chaque fois que vous vous rappelez quelque chose, votre cerveau le reconstruit. Pensez-y comme à un puzzle que vous réassemblez. Vous réunissez des pièces, des bouts de couleurs, de sons, d'émotions, provenant de tout le cerveau. Ce processus de reconstruction peut introduire des erreurs ou des distorsions. C'est pourquoi parfois vos souvenirs changent légèrement au fil du temps. Ou pourquoi les témoignages d'un même événement peuvent différer d'une personne à l'autre. Cet aspect de la mémoire, appelé reconstruction, pourrait sembler un défaut de conception. Mais réfléchissez-y. La mémoire n'est pas juste un instantané du passé. C'est un outil que notre esprit utilise pour prédire et naviguer dans le futur. La flexibilité de la mémoire nous permet d'apprendre de nos expériences passées et d'appliquer ces connaissances à de nouvelles situations, inconnues. Si nous avions simplement des archives parfaites et immuables de tout ce que nous avons vu ou fait, nous pourrions avoir du mal à nous adapter lorsque les circonstances changent. La nature malléable de la mémoire, bien qu'elle nous induise parfois en erreur, contribue en réalité à notre survie et à notre créativité. Maintenant, considérons les différents types de mémoire. Toutes les mémoires ne sont pas les mêmes. Vous avez la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long terme, chacune jouant un rôle différent dans la manière dont nous traitons l'information. La mémoire sensorielle est comme un instantané ultra court, juste une fraction de seconde, qui conserve les impressions de vos sens. La mémoire à court terme, parfois appelée mémoire de travail, vous permet de garder quelques informations dans votre esprit temporairement, comme les étapes d'un problème mathématique que vous essayez de résoudre mentalement. La mémoire à long terme est l'endroit où résident les enregistrements les plus durables. Dans la mémoire à long terme, il existe différentes catégories. Les souvenirs épisodiques sont ceux liés à des expériences personnelles, comme votre premier jour d'école ou votre fête d'anniversaire préférée. Les souvenirs sémantiques sont plutôt des connaissances générales et des faits. Des choses que vous savez, mais dont vous ne vous rappelez pas forcément quand ou où vous les avez apprises, comme la capitale de la France ou la signification d'un mot. Les souvenirs procéduraux concernent la manière de faire des choses, comme faire du vélo ou lasser ses chaussures. Des compétences que vous exécutez sans réfléchir consciemment à chaque étape. Lorsque nous parlons de l'encodage, du stockage et de la récupération de ces différents types de mémoire, le cerveau utilise des réseaux légèrement différents. Par exemple, les souvenirs procéduraux impliquent des zones du cerveau, comme le cervelet et les ganglions de la base, qui aident à coordonner les mouvements et les habitudes acquises. Les souvenirs sémantiques et épisodiques dépendent fortement de l'hippocampe et des zones environnantes, surtout lorsqu'ils sont d'abord formés.
Au fil du temps, ces souvenirs sont réorganisés et déplacés vers le cortex. Imaginez cela comme le transfert de fichiers d'un dossier temporaire et facilement accessible vers une archive permanente. Revenons maintenant à la grande question. Pourquoi oublions-nous du tout? Si la mémoire est si importante, ne serait-il pas mieux de tout se souvenir parfaitement? Eh bien, pas nécessairement. Oublier nous aide à nous concentrer sur ce qui compte le plus. Si chaque morceau d'information qui pénétrait dans votre esprit restait également frais et accessible, vous seriez accablé par des détails insignifiants. L'oubli permet à l'esprit d'éliminer le superflu. C'est un peu comme nettoyer occasionnellement votre chambre pour pouvoir facilement trouver les choses qui comptent vraiment. L'oubli est également influencé par des facteurs tels que l'interférence. Parfois, les anciens souvenirs peuvent interférer avec les nouveaux, ou les nouveaux souvenirs peuvent vous faire perdre de vue les anciens. Si vous changez votre mot de passe, le souvenir de l'ancien peut gêner la prochaine fois que vous essayez de vous connecter. Au fil du temps, à mesure que vous utilisez plus souvent le nouveau mot de passe, celui-ci devient plus fort et l'ancien s'estompe. Cette interaction entre les nouveaux et les anciens souvenirs est l'une des raisons pour lesquelles notre bibliothèque mentale n'est jamais statique. Elle est toujours en évolution. La courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus nous rappelle qu'en l'absence de renforcement, les souvenirs se dissipent. Mais nous pouvons lutter contre cette dégradation naturelle. Des habitudes simples comme revoir l'information après l'avoir apprise, étaler les sessions d'études et relier de nouveaux faits à des connaissances existantes peuvent aider à stabiliser les souvenirs. Plus l'information est personnelle et significative pour vous, plus vous êtes susceptible de vous en souvenir. Si quelque chose vous fait rire, pleurer ou ressentir une profonde curiosité, votre cerveau le marque souvent comme important, ce qui améliore vos chances de vous en souvenir plus tard. Parlons d'un autre aspect intrigant de la mémoire, les indices et le contexte. Souvent, nous nous souvenons mieux des choses lorsque nous nous trouvons dans le même environnement ou état d'esprit que celui dans lequel nous les avons apprises pour la première fois. Cela s'appelle la mémoire dépendante du contexte. Par exemple, si vous avez appris un ensemble de faits dans une bibliothèque calme, vous pourriez les rappeler plus facilement lorsque vous êtes de retour dans cet environnement. De même, les états émotionnels peuvent servir d'indices mnésiques. Si vous apprenez du vocabulaire espagnol lorsque vous vous sentez détendu et heureux, vous pourriez le rappeler plus efficacement lorsque vous êtes calme plutôt que stressé. Ces indices agissent comme des panneaux de signalisation dans votre cerveau, guidant le bibliothécaire vers la bonne étagère. Sans eux, la récupération de l'information peut prendre plus de temps, ou vous pourriez avoir un blocage. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons parfois du mal à nous souvenir de quelque chose hors contexte. La mémoire est là, mais les miettes de pain qui y mènent manquent. Nous avons parlé de l'oubli et des indices, mais qu'en est-il du problème opposé? Les souvenirs dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, même si vous le souhaitez. Les souvenirs traumatiques, par exemple, peuvent parfois se bloquer en mode répétition, intrusant dans vos pensées sans y être invités. C'est une situation où la persistance de la mémoire peut être douloureuse. Les mécanismes derrière ces souvenirs persistants et indésirables sont complexes, impliquant souvent des émotions et du stress accru au moment de l'encodage. Les techniques thérapeutiques visent à aider les individus à gérer ces souvenirs, soit en réduisant la détresse qu'ils provoquent, soit en aidant les gens à les reformuler et à mieux les comprendre avec le temps. De façon plus légère, tous les souvenirs fortement ancrés ne sont pas négatifs. Pensez à un moment vraiment heureux, votre jour de mariage, le moment où vous avez obtenu la promotion tant attendue, ou lorsque vous vous êtes retrouvé avec un cher ami. Les fortes émotions liées à ces événements aident à les verrouiller dans votre mémoire. Des années plus tard, les évoquer peut vous faire sourire et réchauffer votre cœur, agissant comme une source de réconfort et d'identité. La mémoire a également une fonction sociale. Partager des histoires avec la famille et les amis permet de renforcer les souvenirs. Chaque fois que vous racontez une anecdote amusante ou une légende familiale, vous ne faites pas seulement en sorte de vous en souvenir mieux, mais vous la transmettez aussi aux autres. Ces souvenirs partagés peuvent aider à former et à renforcer les liens communautaires, en créant un sentiment collectif d'histoire et d'appartenance.
La culture, la tradition et l'identité sont toutes liées à la mémoire partagée. En creusant un peu plus, il est important de noter que la mémoire n'est pas seulement une caractéristique humaine. De nombreux autres animaux possèdent également des formes de mémoire, bien que la nôtre soit plus complexe. Les oiseaux se souviennent où ils stockent leurs graines, les chiens répondent à des commandes familières, et même les organismes simples peuvent montrer des formes de comportement appris. Mais la mémoire humaine se distingue par sa capacité à former des récits détaillés, à stocker des concepts abstraits et à imaginer des scénarios futurs, nous permettant ainsi d'apprendre de nos erreurs passées et d'anticiper ce qui pourrait se passer ensuite. Alors, que pouvons-nous faire pour améliorer notre mémoire au quotidien? Une stratégie consiste à pratiquer la répétition élaborative. Au lieu de répéter quelque chose encore et encore, essayez de le relier à quelque chose que vous savez déjà. Si vous apprenez un nouveau fait sur l'histoire, associez-le à une histoire ou à une image visuelle. Si vous essayez de vous souvenir du nom de quelqu'un, associez-le à une caractéristique de son visage ou de sa personnalité. Une autre approche efficace est la méthode des loci, une technique ancienne où vous imaginez placer les éléments que vous voulez mémoriser à des endroits spécifiques, le long d'un parcours familier, comme les pièces de votre maison. Plus tard, vous parcourez mentalement ce chemin pour récupérer chaque élément. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, le processus par lequel les souvenirs deviennent stables et durables. Pendant le sommeil, le cerveau réorganise et renforce les souvenirs nouvellement formés. Obtenir suffisamment de repos de qualité peut avoir un véritable impact sur la manière dont vous vous souvenez et apprenez. En fin de compte, nos souvenirs sont une part essentielle de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ils nous donnent une continuité à travers le temps, reliant les moments de nos vies en une histoire cohérente. Sans mémoire, nous perdons notre sens de l'identité et de la signification. Avec elle, nous portons notre passé et l'utilisons pour guider notre avenir. Alors, la prochaine fois que vous aurez du mal à vous souvenir d'un nom, que vous oublierez où vous avez laissé vos clés, ou que vous tenterez de rappeler un moment précieux de votre enfance, rappelez-vous, sans jeu de mots, que le processus qui se déroule dans votre cerveau est incroyablement complexe, délicat et vital. Chaque souvenir est un petit miracle de chimie, biologie et psychologie travaillant ensemble. Et tout comme prendre soin d'un jardin, si nous nourrissons nos souvenirs, les revisitons et leur donnons du contexte et du sens, ils continueront à croître, évoluer et enrichir nos vies. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la mémoire. J'espère que vous avez acquis une meilleure appréciation des processus complexes qui nous permettent de voyager dans le temps au sein de nos propres esprits. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur d'autres histoires incroyables, pensez à vous abonner. Continuons à explorer, à apprendre et à nous souvenir. Ensemble.